Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler avec l'auteur qui est devant vous, Bruno Guig, on va parler de la Chine. On va parler de la Chine et je pense que c'est totalement d'actualité, compte tenu de l'actualité récente, de l'histoire qui s'accélère. Monsieur Trump essaie de se débarrasser des boulets ukrainiens, éventuellement moyen-orientaux, pour s'occuper de la Chine. Bon, donc, cette, cette approche de la Chine, dans sa réalité, est, à mon avis, quelque chose de tout à fait nécessaire. Donc, on va parler du livre publié par Bruno Guig, dans lequel il trace la trajectoire de la révolution chinoise. Alors, il commence par la fondation du PCC, mais c'est surtout 1949 avec l'arrivée de Mao au pouvoir, enfin, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les communistes, 1er octobre 1949, jusqu'à aujourd'hui. J'ai identifié, sur les questions que je souhaite lui poser, j'ai identifié trois phases. La première phase, qu'on connaît très mal en France. Qu'est-ce qui s'est passé après l'arrivée des communistes au pouvoir, l'arrivée de Mao Tse-tung, je dirais jusqu'à sa mort. Ensuite, le virage sur la base de ce que souhaitait Deng Xiaoping. La Chine s'est développée de façon fulgurante et a réalisé un exploit euh, sans précédent dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a accompli en 40 ans ce que l'Occident avait mis, alors toute proportion gardée, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, 200 ans à accomplir. Bien. Et donc aujourd'hui, la Chine est une société extrêmement développée. Et puis le troisième volet que je souhaiterais qu'on examine, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, euh, non pas tant sur le plan géostratégique, parce qu'on voit bien l'affrontement euh, voulu par les USA, USA-Chine, mais au sein de la société chinoise, parce qu'il y a encore des mutations, il y a eu une inflexion, sinon une réorientation de la politique chinoise avec l'arrivée de Xi Jinping. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Chine aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer? Alors, Bruno Guig est quelqu'un qui est effectivement comme Bruno Le Maire, comme Laurent Wauquiez. Il est, mais là, comparaison va s'arrêter là, il est normalien et énarque. Bon, donc il a eu une carrière administrative à laquelle il a été mis fin parce qu'il avait pris des positions qui sont les mêmes que les miennes sur le conflit au Moyen-Orient et sur la responsabilité d'Israël. Euh, et donc, il est passé à l'enseignement. Cet enseignement, il le complète par une activité éditoriale importante. Il publie des articles qui sont en général copieux, des livres qui sont en général copieux. Alors, avant qu'on parle de celui-là, euh, je vais également inviter euh, à lire celui qui s'appelle Communisme, parce que je pense que c'est un ouvrage vraiment utile. Euh, il y a une très bonne articulation entre l'histoire qu'il décrit du mouvement ouvrier international et la dimension théorique qui l'a accompagné. Donc ça, je trouve que cette articulation est précieuse, c'est très pédagogique. Il y a des éléments, bien évidemment, sur la théorie qui sont des éléments de vulgarisation, mais c'est remarquable, ça met les idées en place, c'est très clair. Donc, lisez celui-là aussi. Mon cher Bruno, j'ai fini ma présentation. Je vais te passer la parole euh, concernant effectivement le petit programme que je viens de présenter. Merci, mon cher Régis. Alors, effectivement, c'est un programme intéressant. Le premier point dont nous devons parler, c'est effectivement cette période qui est très mal connue, tu l'as dit d'ailleurs, qui est celle de ce qu'on appelle la révolution chinoise. C'est-à-dire que, comme disait Deng Xiaoping, bon, on a eu la révolution et puis ensuite la réforme qui, disait-il, est une deuxième révolution. Mais pour ce qui est de la révolution chinoise proprement dite, on peut dire qu'elle commence avec la fondation du Parti communiste
dans la concession française de Shanghai en 1921 et qu'elle s'achève finalement avec bon, le moment où le Parti communiste décide de mettre un terme à la révolution culturelle, donc en 1978 pour simplifier. Bon. Donc c'est une longue révolution. Et d'ailleurs, c'est ce que je montre aussi dans mon livre Communisme, dont tu as parlé, les révolutions, c'est toujours un processus très long. L'idée qu'une révolution, c'est une espèce d'éruption comme ça, momentanée, explosive, et puis après, ce sont les lendemains qui chantent. Non, non, ça c'est une idée complètement fausse, alors que certains, je dirais qu'une certaine tradition gauchiste a popularisé, mais la révolution, c'est quelque chose de long, de difficile et de douloureux, en fait. Et ça, Marx lui-même l'avait compris, puisque dans une réponse célèbre à un socialiste néerlandais qui lui demandait, vers la fin de sa vie, qu'est-ce qui se passerait si les socialistes, parce qu'ils s'appelaient comme ça à l'époque, c'était les sociodémocrates, prenaient le pouvoir, il aurait dit surtout, Marx a répondu, surtout faites en sorte de gagner du temps, parce que c'est ce qui va vous manquer. Voilà, tout ça va se passer dans le temps. Alors les communistes chinois, ils ont pris le temps et ils ont travaillé, en gros, je dirais, le sujet en trois moments. Ils ont d'abord constitué l'outil, parce qu'il n'y a pas de révolution sans parti révolutionnaire, et cet outil, c'est le Parti communiste chinois, qui a d'abord lié son destin au Parti nationaliste, au Kuomintang, jusqu'à ce que le Kuomintang le trahisse, et c'est le drame de Shanghai en 1927, admirablement décrit par André Malraux dans ce superbe livre qu'est La condition humaine. Et ensuite, c'est par une sorte de conversion forcée au travail révolutionnaire dans les campagnes, puisque les communistes ont été chassés des villes et ils ont dû se livrer à un aggiornamento idéologique ayant consisté à situer le cœur de la future révolution non plus dans les villes mais dans les campagnes. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est ce qui va ensemencer le communisme chinois et au-delà du communisme chinois, à mon avis, un certain nombre de processus révolutionnaires dans les pays dits du tiers-monde. Et je pense en particulier à l'Indochine et dans une certaine mesure aussi à Cuba. Bon, pour parler en tout cas de révolutions communistes qui ont abouti. Et c'est tout par-delà en fait. Mao Zedong, c'est ce fils de paysan moyen du Hunan qui devient aide bibliothécaire à la bibliothèque de l'université de Pékin auprès d'un grand intellectuel chinois qui s'appelait Li Dajiao, qui était un des fondateurs du parti, et qui comprend qu'effectivement, le Parti communiste, s'il veut accomplir cette révolution que les masses chinoises attendent depuis si longtemps, il faut qu'il aille dans les campagnes, auprès de ces masses paysannes dont l'arriération présumée faisait que les marxistes chinois et d'ailleurs considéraient finalement qu'on pouvait au mieux les utiliser comme une masse de manœuvre aux côtés du prolétariat, mais elles ne constituaient pas dans la doctrine marxiste alors en vigueur, en quelque sorte, l'élément moteur. Mao, c'est celui qui va les placer au centre de sa stratégie. Et c'est la réussite, en fait, de cette stratégie, à la fois sur le plan théorique et pratique, par Mao Zedong, qui va aboutir à la prise du pouvoir par les communistes à Pékin en 1949 et la fondation de la République populaire de Chine. Le processus est quand même très intéressant. Il est très peu connu. Il a donné lieu d'ailleurs au sein des communistes chinois à des querelles infinies. Mao lui-même ne prend le contrôle du parti en réalité que vers la fin de la Longue Marche, en tout cas à coup sûr en 1935. Et il ne devient officiellement le président du parti qu'en 1945. Voilà. Il y a toute une période pendant laquelle, de 1921 à 1945, les communistes chinois débattent et Mao est l'un des éléments, l'élément moteur à partir de 1935, mais pas le dirigeant suprême, pas reconnu par ses pairs. Il ne le sera qu'après. Ça, c'est une période déjà très intéressante qu'il faut connaître. 1949, bien sûr, c'est la fondation de la République populaire de Chine. Mais si on fait une photographie de la société chinoise, dont tu parlais tout à l'heure, en référence à la société d'aujourd'hui, en 1949, c'est un pays dans lequel 90% de la population vit dans les campagnes. Ce sont dans leur immense majorité des paysans pauvres, voire faméliques. L'espérance de vie est de 36 ans. 36 ans. Mao Zedong, lorsqu'il meurt en 1976, il lègue aux Chinois 28 ans d'espérance de vie supplémentaire. L'espérance de vie en Chine à la mort de Mao est de 64 ans, c'est-à-dire 10 ans de plus qu'en Inde, à la même époque, pour fixer les idées. Et c'est un pays dans lequel
plus rien ne fonctionne, puisqu'il a été ravagé par les guerres civiles, celles qui opposent les seigneurs de la guerre dans les années 1920, la guerre civile entre nationalistes et communistes, et bien sûr la dévastatrice invasion japonaise. Les historiens chinois et même étrangers estiment que le nombre de victimes de l'invasion japonaise en Chine est compris entre 10 et 20 millions de morts. C'est, après les pertes considérable suivi par l'Union soviétique, le plus lourd bilan humain de ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas commencé en 1939, mais en 1937, lorsque les Japonais attaquent Shanghai, comme on le sait, après s'être emparés de la Mandchourie en 1931. Donc, quand les Chinois prennent les rênes d'un pays, qui compte à l'époque, le premier recensement le mettra en évidence, plus de 500 millions d'habitants, ils prennent les rênes d'un pays dévasté, où la population crève de faim, dans les villes, on crevait de faim, dans les campagnes aussi souvent, dans lesquelles la violence règne parce que les propriétaires fonciers qui souvent ont collaboré avec les Japonais écrasent les paysans pauvres, ce qui expliquera la violence de la révolution agraire à partir de 1945 sous forme de règlement de compte entre résistants et collaborateurs. D'autres pays ont connu ça. En Chine, ça a été très violent parce que c'est non seulement la liquidation de la frange collaborationniste de la population, notamment les propriétaires fonciers, mais la liquidation d'une classe sociale qui avait assis sa prospérité relative sur la misère paysanne. Il faut savoir que les paysans à l'époque, bon, avaient une espérance de vie qui dépassait pas 30 ans, et ils vendaient souvent leurs filles, leurs femmes comme esclaves, faute de pouvoir les nourrir. C'était ça la situation. Donc, une société extrêmement violente, en fait, qui va accoucher d'une révolution elle-même violente pour mettre fin à ces violences. C'est ça la révolution chinoise. D'ailleurs, quand une révolution violente éclate dans un pays, dans une société, en général, c'est pour mettre fin, de manière plus ou moins réussie d'ailleurs, à une violence structurelle qui est celle de la société de classe, qui fait peser sur la majorité de la population une oppression insupportable. Et c'est vrai que les Chinois savent gré à Mao Zedong d'avoir mis fin à cet état de choses. C'est-à-dire qu'on va fonder à partir de 1949, au prix de mille difficultés, bien sûr, une société dans laquelle l'immense majorité des gens pourront vivre de manière décente. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisque les Chinois, dans leur immense majorité, vivent de manière décente, et je dirais même qu'il y en a un certain nombre qui vivent de manière plus que décente. Mais à l'époque, c'était un pays où on mourait de faim et où, très important, 85% de la population ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Dans un pays doté par l'histoire d'une très riche civilisation où l'écriture jouait un rôle si important. Mao Zedong, c'est aussi celui qui va ramener les Chinois dans les écoles. C'est la première fois, en fait, que les paysans, les ouvriers, les masses chinoises vont être scolarisées. Alors, alphabétisées, entre guillemets, puisqu'on apprenait à écrire les caractères, et scolarisées. Le régime communiste en Chine est le premier à avoir fait accéder l'ensemble de la population chinoise à l'éducation, à la culture, mais aussi à la santé, on en parlera peut-être. Et ça, tous les Chinois savent gré à Mao Zedong. Ils lui reprochent un certain nombre d'erreurs, à leurs yeux, commises un peu plus tard, au moment de la révolution culturelle, mais sur cette fondation d'un nouveau régime fondé sur l'idée qu'il faut redonner au peuple chinois des conditions de vie décentes et redonner à la nation chinoise sa place légitime dans le monde, dans le respect de la souveraineté des autres, ça, Mao Zedong est véritablement un fondateur. Moi, je suis arrivé dans un village chinois il y a quelques années et je discute avec le paysan qui habitait là. J'avais rien demandé. La première chose qu'il m'a dite, c'est curieux, hein, il m'a dit Mao Zedong est le plus grand homme que la Chine ait jamais eu. Voilà, c'était dans une campagne du Tianxi. Voilà. Je pense que ça correspond à une réalité. Alors, on peut dire beaucoup de choses, bien sûr, et les Chinois même ne s'en privent pas. Ils n'ont pas une relation qui est de l'ordre de la dévotion religieuse à l'égard de Mao. Contrairement à ce que j'ai vu au Vietnam, où par contre il y a un véritable culte d'Ho Chi Minh, parce que les Vietnamiens n'ont rien à reprocher à Ho Chi Minh. Enfin, les Vietnamiens qui vivent au Vietnam, hein, peut-être pas ceux qui se sont exilés. En Chine, comme disait Deng Xiaoping, Mao, c'est 70% positif, 30% négatif. Voilà. Mais il y a quand même 70% positif, et puis c'est quand même celui qui a fondé, voilà, la République populaire de Chine, qui a lancé ce vaste processus de construction du socialisme dans lequel les Chinois sont toujours engagés aujourd'hui. Alors voilà, ça, c'est une présentation qui est extrêmement importante, en particulier quand tu donnes les chiffres
de l'espérance de vie. Je vais peut-être te demander d'ajouter quelque chose à propos du siècle de la honte, c'est-à-dire de ce qui arrive lorsque l'Occident, après la révolution industrielle, euh, qui commence en Angleterre au milieu du 18e, la deuxième moitié du 19e siècle va être celui de l'installation des empires et des empires occidentaux et de la domination occidentale sans partage. L'Occident inflige toute une série d'horreurs à la Chine, de traités inégaux, euh, fomente des guerres civiles qui vont faire des bilans absolument monstrueux. Et donc, il m'a semblé, à la lecture de ton livre, que il y avait au sein des élites chinoises, mais pas seulement au sein des élites, le sentiment d'avoir perdu sa souveraineté. Or, tu l'as dit, grande civilisation, c'est l'empire du milieu et ceux qui le dirigent ont le mandat du ciel. Hein. C'est-à-dire que Ça. là aussi, j'invite à. Moi, j'ai fait un voyage en Chine que j'avais bien préparé, j'avais beaucoup lu. Et puis tous les jours, tous les soirs, avant la journée du lendemain, j'allais sur Wikipédia où on trouvait encore des choses. C'est une civilisation, mais extraordinaire, extraordinaire. Donc, elle était perdue au 19e siècle et il y avait la question de la souveraineté. Est-ce que Complètement. Mao est considéré comme celui qui a restauré la souveraineté chinoise? Oui. C'est le principal acquis du maoïsme avec l'éradication de la misère, non pas de la pauvreté, nous y reviendrons. Ça, c'est après. Mais l'éradication de la misère et la restauration de la souveraineté chinoise, ça, c'est l'acquis imprescriptible de la période dite maoïste. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1949, la Chine, elle est dépecée. Alors au 19e siècle, tu l'as dit, à partir de la première guerre de l'opium en 1839, déclenchée par les Anglais, après le pillage du palais d'été, je suis allé contempler les ruines à Pékin du palais d'été en 1860 par les Français et les Anglais. Alors, il faut savoir que les Français ont pillé, ils ont ramené des trésors, les Anglais ont brûlé pour le plaisir. Voilà ce qui s'est passé et ça donne lieu d'ailleurs à une très belle lettre de Victor Hugo au Oh là, colonel, au capitaine Leclerc, qui est archi connu, où il dit les barbares, soi-disant, c'était les Chinois, les civilisés, c'était nous. En fait, c'était l'inverse. Et après cette période, il y a effectivement la fin du 19e siècle, alors qui est encore plus catastrophique parce que c'est le moment où les Occidentaux, alors rejoints par les Russes, par les Américains, par les Japonais, etc., veulent se partager le gâteau chinois. Et il y a quelque chose qui est stupéfiant. Par exemple, tout le système des douanes chinoises était administré par les Anglais. Le secteur bancaire était contrôlé par les Anglais. Les chemins de fer étaient contrôlés par les uns et les autres. C'est-à-dire, c'était pas une colonisation où on occupait le territoire de A à Z, hein, c'était pas l'Algérie à la même époque, ou d'autres territoires, c'était une colonisation par dépeçage, vente par appartement de tout ce qui pouvait être lucratif dans le pays. Et bien sûr, la monarchie Qing s'est complètement effondrée parce qu'elle avait perdu toute légitimité, et c'est la révolution républicaine de 1911. Voilà comment ça s'est terminé. Après, il y a la période des seigneurs de la guerre, où la Chine est partagée entre ces seigneurs de la guerre. Il y a la tentative d'unification héroïque, il faut le dire, de Sun Yat-sen, poursuivi par Chiang Kai-shek, qui réussit quand même à fonder le régime de Nanjing, qui va diriger la Chine, enfin une partie de la Chine peu ou prou jusqu'en 1937, jusqu'à la deuxième grande invasion japonaise. Et là, c'est toute la période de la lutte contre l'envahisseur japonais, qui débouche ensuite sur la guerre civile de 1946 à 1949. Bref, il faut attendre 1949 pour voir la souveraineté chinoise restaurée avec un gouvernement unique sur l'ensemble de la Chine continentale, à l'exception de Taïwan, sous l'égide de Mao Zedong. De Mao Zedong, c'est celui qui a restauré la souveraineté chinoise, bafouée par les puissances prédatrices coloniales, puis par les Japonais essentiellement au XXe siècle, et qui a restauré aussi l'intégrité territoriale de la Chine dans ses frontières héritées de l'Empire Qing, lesquelles d'ailleurs seront corrigées à la baisse, puisque la Chine rétrocédera un certain nombre de territoires, reconnaîtra l'indépendance de la Mongolie extérieure, etc. Donc en fait, Mao, c'est celui qui a remis la Chine à sa place dans le concert des nations. Alors, elle n'accède pas à l'ONU, puisque les Américains barrent la route de l'ONU en mettant l'île de Taïwan à la place de la Chine jusqu'en 1971, ce qui est parfaitement grotesque. Et c'est une situation à laquelle on mettra fin, notamment avec l'appui de la France, qui a reconnu la République populaire de Chine en 1964, et d'un certain nombre de pays africains que les Chinois avaient aidés à secouer le joug colonial. Donc c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Non seulement Mao, j'ajouterais, non seulement Mao a restauré la souveraineté nationale de la Chine,
l'intégrité territoriale de la Chine, mais il a réussi à obtenir la réintégration de la Chine dans l'Organisation des Nations Unies. Ce n'était pas gagné, vu l'hostilité des Occidentaux à l'égard de la Chine communiste. Il a donné à la Chine le parapluie nucléaire, obtenu dès 1964, et il a jeté les bases d'une économie moderne, au prix de mille difficultés. Mais enfin, la Chine, à la mort de Mao, est un pays qui a déjà des bases industrielles, des bases agricoles, même si elles sont insuffisantes, et où la population, à 85%, sait lire, écrire et compter, avec une espérance de vie, je l'ai dit tout à l'heure, de 64 ans. Oui, ça c'est phénoménal. Ce sont comment dire, des indicateurs qui ne trompent pas. Petite anecdote concernant cette restauration de la souveraineté, elle a été mise en cause, cette souveraineté. Je pense que c'est assez peu connu chez nous. En 1950, au moment de la guerre de Corée, euh, MacArthur réussit à récupérer le territoire qui était perdu et lance une offensive en territoire nord-coréen. Le territoire nord-coréen qui était celui du, entre guillemets, partage lié à l'issue de la guerre. Et son offensive, il la lance pour accéder à la frontière entre la Corée et la Chine et pour envahir la Chine et renverser le pouvoir qui venait de s'installer à Pékin. C'est la fameuse offensive qui va déboucher sur la bataille du réservoir de Chosin, où C'est les ça. Chinois se mobilisent, alors que, je veux dire, l'armée populaire venait d'arriver au pouvoir, ils se mobilisent et ils infligent une défaite cuisante à MacArthur, hein, le grand chef, et qui n'aura comme réaction que de préconiser l'utilisation de dizaines d'armes nucléaires pour les utiliser le long de cette frontière pour en empêcher le passage grâce aux radiations. Exactement. Là, Truman dira stop, ça suffit. Ça suffit. On arrête les conneries. Non, mais Voilà, on arrête les conneries. et les Chinois ont mené cette guerre. Alors, c'est très populaire chez eux. Il y a un film assez extraordinaire Un très beau film. qui raconte. Ah bon, c'est héroïque, hein, la vision héroïque, mais enfin, Ouais. ils ont perdu 200 000 hommes quand même, hein, donc pour mener cette bataille qui était une bataille euh, existentielle pour eux. Voilà, je voulais Ils ont rajouter ça. rejeté, tout à fait, à la bataille du lac Chansin, ils ont rejeté à la mer, effectivement, deux ou trois divisions américaines, comme le montre le film, qui a été un des plus gros succès du cinéma chinois. C'est intéressant qu'un des plus gros succès du cinéma chinois, c'est un film où on voit des Américains et des Chinois en train de s'étriper, et le film est violent. Mais bon, ça fait Alors, partie de l'histoire. Ouais. Bruno, j'ajoute une chose. Si vous avez l'occasion, il faut voir ce film. Maintenant, il y a quelques blockbusters militaires qui sortent, qui sont assez significatifs. Il y a un autre film qu'il faut peut-être Ouais. essayer de voir, qui est le reportage, le documentaire fait sur cette bataille du côté américain parce qu'il y avait une équipe qui a filmé tout ça en plein hiver. Il faisait -30, c'était affreux, qui a filmé tout ça en 16 mm. Ça s'appelle, enfin, dans une série qui s'appelle American Experience, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce D'accord. que on voit la défaite, comment est-ce que la défaite s'est accomplie. Les Américains ont réussi à se retirer, à sauver du monde, mais ça a été une défaite cuisante, alors dont on n'a jamais entendu parler en Occident, évidemment. Voilà. Donc, alors, Mao Tse-tung arrive au pouvoir, pas tout seul. Il met en œuvre cette première phase de la révolution avec les résultats que tu viens de décrire. Alors, il y aura, tu as dit 70-30. Est-ce que dans les 30%, il y a le grand bond en avant, qui est mis en exergue comme en Occident comme une catastrophe sans nom, et la révolution culturelle, à laquelle je ne te cache pas, mon cher Bruno, je n'ai toujours rien compris. Voilà. Je plaisante pas quand je dis ça, hein, j'ai eu beaucoup de mal, hein, et je suis toujours extrêmement circonspect en regardant cet objet politique particulier. Grand bond en avant. Alors, le grand bond en avant, c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce que c'est le moment où les communistes chinois veulent s'émanciper du modèle soviétique. C'est-à-dire, ils ont appliqué en réalité le modèle soviétique pendant la période dite de transition vers le socialisme. En gros, c'est le premier plan quinquennal
de 1953 à 1957, avec succès d'ailleurs. Mais ils estiment que la croissance démographique galopant juste derrière la croissance de la production agricole, il va falloir trouver une formule plus efficace. Et c'est la grande idée qui était une bonne idée d'ailleurs, et même les historiens les plus hostiles à la période maoïste le disent, c'est-à-dire de décentraliser en fait l'économie en permettant aux provinces, aux cantons et aux communes de se gérer de manière beaucoup plus autonome. Bon, il faut savoir que la Chine, à l'époque, est un pays où les voies de communication sont quand même assez rudimentaires. Elles ne deviendront véritablement modernes que bien après. Et deuxièmement, il faut industrialiser, mais il faut industrialiser selon un modèle qui ne peut pas être seulement le modèle hyper centralisé des plans quinquennaux staliniens, mais un modèle plus chinois, quoi. Et c'est vrai que c'était l'idée, effectivement, d'installer des hauts fourneaux par milliers dans les temps. Alors, ça a été un échec technique, c'est-à-dire que les Chinois, faute d'expérience, et Mao lui-même a dit, mais on manquait d'expérience et on s'est trompé, n'ont pas compris qu'en fait, c'était pas si facile que ça hein, d'installer de la sidérurgie à petite échelle dans des villages, surtout que des problèmes de logistique considérables se sont posés. Échec technique, en partie, avec aussi des réussites techniques. L'idée de créer des entreprises dans les bourgs et les villages est une idée qui va prospérer et qui rendra bien des services après, au moment des réformes des années 80, puisqu'on avait là les bases d'une économie relativement diversifiée à l'échelle des campagnes. Alors pourquoi ça a échoué? Alors il y a l'échec technique, je dirais un défaut de conception de manière générale. On a voulu aller très vite, bon, alors qu'il fallait se donner le temps. Bon, c'était l'idée de rattraper l'Angleterre en 10 ans. C'est Mao lui-même l'a dit après, mais c'était idiot. Il a dit nous avons fixé des objectifs chiffrés en les considérant comme des idoles bouddhistes. Hein, nous avons fait du fétichisme statistique en fixant comme ça des objectifs de manière abstraite. Et il a d'ailleurs, à maintes reprises, à partir de 1958, envoyé des circulaires aux responsables locaux du parti en leur disant attention, hein, souciez-vous de ce qui se passe sur le terrain et pas tellement de ce que racontent les grands planificateurs de Pékin qui ne sont pas toujours bien prudents et bien avisés. Bon, s'ajoute à ce défaut de conception et aux difficultés de mise en œuvre, bien sûr, les caprices du ciel, puisque une catastrophe climatique s'abat sur la Chine. Alors, elle est controversée dans, je dirais, sa véritable dimension, mais enfin, il y a peu d'historiens qui contestent que les années 1959 et 1960 ont été difficiles au plan climatique, ce qui a entraîné en fait une réduction de la production agricole au lieu de permettre la croissance qu'on avait souhaitée. Il est vrai qu'on a utilisé aussi beaucoup une partie de la main-d'œuvre agricole qui était très abondante. Elle le sera jusqu'à la période actuelle, en fait, hein, jusqu'à ce que vaste mouvement de migration interne que la Chine va connaître dans les années 2000, à des travaux collectifs. Alors, qui étaient bien utiles. On a reconstitué les digues, creusé les canaux, etc. Mais on a parfois commis des erreurs localement en distrayant une partie de cette main-d'œuvre de l'activité agricole, où elle aurait été bien utile, vers d'autres activités qui peut-être pouvaient attendre. Bref, beaucoup d'erreurs, une mauvaise coordination, les caprices du ciel et puis l'embargo occidental. La Chine ne pouvait pas s'approvisionner pendant les périodes difficiles, comme l'Union soviétique le fera, elle pourra le faire dans les années 80, auprès de l'étranger, puisque la Chine est sous embargo occidental extrêmement strict. Alors, ils ont réussi quand même à importer un peu de blé d'Australie, mais ce n'était pas suffisant. Tout ça fait que il y a un déficit alimentaire qui va se traduire par une famine, qui sera la dernière famine que connaîtra la Chine. Dans son histoire, elle en a connu plus d'un millier, d'après les historiens chinois. Les dernières datent de la période de Chiang Kai-shek. On n'en parle jamais, évidemment, parce que si on nous explique qu'un pays capitaliste a connu les famines, ça fait désordre, alors que quand on nous explique que c'est un pays communiste, évidemment, ça entre dans la conception dominante de l'histoire qui veut que les communistes sont incapables de nourrir la population. Mais la première, c'est 1928. Elle est décrite d'ailleurs dans un livre de l'écrivain chinois Liu Zhengyun. Il y en a une deuxième en 1942 et une autre en 1946. Donc la famine était un phénomène récurrent qui s'est reproduit effectivement en 1959, 60, 61, compte tenu de l'échec du bond en avant, mais compte tenu surtout du fait que la Chine était dans une situation d'insuffisance alimentaire, comme elle l'a toujours été, ou presque en fait. Et c'est vrai que 10 ans après la prise du pouvoir par les communistes, le pays a connu déjà des transformations importantes, mais il n'a pas réussi, il n'a pas encore réussi à atteindre ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. D'autant qu'à l'époque, on n'a pris aucune mesure contre la croissance démographique, ce qu'on fera plus tard, et que la croissance démographique, compte tenu des progrès sanitaires qui sont très importants, est très forte. De certaine façon, le grand bond en avant, c'est la rançon payée par les Chinois aux progrès sanitaires dans un contexte qui, effectivement, a joué à contre-temps avec un bilan humain. Alors,
on lit des chiffres astronomiques. La plupart du temps, les Occidentaux, quand ils parlent de ça, ils parlent de 30 à 40 millions de morts. Moi, je lis des historiens chinois, notamment Mo Gao, qui est un intellectuel chinois qui ne vit pas en Chine d'ailleurs et qui n'est pas forcément en très bon terme avec le pouvoir chinois actuel. Il dit, quand on regarde vraiment les chiffres, on fait une analyse sérieuse, on a un déficit de 8 millions. Voilà. Lui, il estime que le nombre de morts dans un pays qui comptait près de 700 millions d'habitants, c'est 8 à 10 millions de morts. Mais les famines de 1928, 1942, 1946 ont été, elles aussi, bien que plus localisées, extrêmement meurtrières. En tout cas, à partir de 1962, c'était quand même il y a un paquet d'années puisque c'est la date de naissance, on peut dire que la Chine a, pour la première fois de son histoire, conquis la sécurité alimentaire. Ça, évidemment, on nommait de le dire quand on veut à tout prix diaboliser la période maoïste. La révolution culturelle, c'est autre chose, la révolution culturelle. C'est un, c'est un mouvement de transformation interne de la société, du parti, de l'État, voulu par Mao Zedong et par une grande partie de la jeunesse, parce que si les gardes rouges se sont mobilisés, c'est pas parce qu'ils avaient le revolver sur la tempe, hein. Tout ça s'est fait dans une ambiance bon enfant au départ, et ce sont les gardes rouges qui ont entraîné Mao autant que Mao a entraîné les gardes rouges. Les Dazhebao, Mao, les fameux journaux écrits en gros caractères, c'est pas Mao qui les a inventés, même si à un moment donné, il s'est mis lui aussi en faire. Ce sont les jeunes. Or, c'est une partie de la jeunesse qui est scolarisée, qui souvent d'ailleurs, souvent, est issue des milieux communistes purs et durs, les fils de cadres du parti, de militaires, de révolutionnaires, etc. Parfois des orphelins de combattants de l'armée, qui sont hyper motivés et qui ne comprennent pas que, après avoir accompli une révolution aussi magnifique que la révolution chinoise, on la laisse dériver vers l'opportunisme, le conservatisme, le révisionnisme, où les positions acquises par les bureaucrates auraient plus d'importance finalement que le mouvement de la société. En fait, c'est un mouvement à caractère mouvementiste, c'est-à-dire ces gens veulent insuffler un sang neuf en permanence de la révolution, une sorte de révolution permanente, mais pas façon Trotsky, ça c'est autre chose, une révolution permanente qui se déroulerait en Chine pour épurer et transformer le parti. Alors, ça a donné des résultats, c'est-à-dire qu'il y a un véritable enthousiasme révolutionnaire qui a favorisé l'envoi dans les campagnes des médecins aux pieds nus, qui étaient souvent d'ailleurs des soignants, hein, plutôt du niveau infirmier que médecins, qui ont contribué à endiguer, à faire reculer les épidémies. Ça a permis aussi de poursuivre les campagnes d'alphabétisation et de scolarisation, mais ça a quand même distrait une grosse partie de la jeunesse de ce à quoi elle aurait peut-être dû se consacrer, c'est-à-dire faire des études pour aller faire la révolution. Et à tel point que Mao y a mis un terme en les envoyant alors, pour de bon définitivement. Il en a envoyé 15 millions comme ça dans les campagnes. Et c'est vrai que Deng Xiaoping fait partie de ces dirigeants chinois qui, écartés au moment de la révolution culturelle, vont expliquer ensuite à leurs camarades que s'ils veulent que la Chine rattrape l'écart technologique qui la sépare des autres pays, notamment des pays capitalistes, il va falloir peut-être avoir des étudiants qui étudient et qui deviennent techniciens, médecins, avocats, ingénieurs, etc. Et la vraie révolution d'Aix Xiaoping, en fait, c'est la remise des étudiants dans les universités. Parce qu'à l'époque de la révolution culturelle, je vais donner un chiffre intéressant que donne Han Suyin d'ailleurs dans son livre, c'est que en 1967, Alain Perfit d'ailleurs, très bon livre, hein, Car la Chine s'éveillera, le monde tremblera, c'est un des meilleurs livres, à ma connaissance, écrit en langue française à cette époque, par un non-communiste, mais d'une intelligence lumineuse. Voilà. Et il dit, mais les universités, c'est incroyable, on mettait des ouvriers, des paysans dans les classes comme profs. Voilà, ils apprenaient quoi? Ben, la science prolétarienne aux étudiants. Ça, c'est génial, mais en même temps, on est loin de Dipsic de la quinzaine d'étudiants chinois à la sortie tout frais moulu des universités de Pékin et de Shanghai et qui viennent de créer un chat GPT plus efficace que chat GPT. C'est pas du tout le même modèle de développement. À l'époque, les communistes chinois autour de Mao et je dirais l'aile gauche du parti croyaient à ça. Bah, aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était pas viable. Est-ce qu'ils regrettent pour autant d'avoir tenté le coup? Pas Xi Jinping, qui a été un de ces jeunes à envoyer la campagne, qui a passé 8 ans dans une grotte et qui dit ben moi, ça m'a formé le caractère. Ah Voilà. oui, mais ça m'a formé Voilà. le caractère, Bruno. Alors, je voulais rajouter un petit quelque chose tout à l'heure, quand j'ai dit que j'ai rien compris, c'était une boutade à la révolution culturelle. Bien sûr. Alors, déjà, il y avait à l'époque
dans ma proximité avec le Parti communiste français, une proximité organique, hein. C'était bon, une méfiance totale vis-à-vis de ce qui se passait en Chine, sachant que Oui, dans le contentieux, la rupture Chine-Russie, le PCF avait pris le parti de la Russie. Ensuite, clairement. il y a eu un phénomène qui était le phénomène international autour de la révolution culturelle. C'est-à-dire que les petits bourgeois, et en particulier en France, je rappelle qu'il y a un côté mai 68 hein, dans la révolution Bien sûr. culturelle. Euh, je suis un bachelier de 68, moi, c'est dire, hein, si j'ai été marqué pour ça, mais mai 68 m'a guéri du gauchisme très rapidement, au profit du mai ouvrier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu toute cette vision, cette analyse. Les maoïstes français, il y en avait de deux sortes. Il y avait des universitaires qui prenaient la pause et il y avait des petits bourgeois devenus fous, hein. Ouais, Le fameux ouais. congrès de l'UNEF de 1969 à Orléans, ils s'étaient déguisés en maoïstes et puis ils avaient des petits livres rouges et ils scandaient Marx, Engels, Lénine, Ah, Staline, Mao. Et nous, on répondait avec les petits bouquins de bande dessinée de Pif le chien, Pif, Pifou, Tonton Tata Hercule. Bon, c'était assez amusant. Voilà, c'est mes souvenirs de boomer que je suis en train d'avancer. Et puis, j'ai lu ce que raconte Alain Badiou, par exemple. Je dois ouais. dire que c'est quelque chose que je trouve quand même avec tes explications, assez obscur quand même. Oui. Alors, Badiou a une interprétation très particulière parce qu'il ne nie pas dans ses textes le fait que les gardes rouges se soient complètement marginalisés dans la société chinoise par leurs excès. Il le dit pas, il le dit très bien, hein. Par contre, il dit finalement, cette période de la Révolution chinoise, c'est la période où on atteint une sorte d'acmé du communisme, au sens où on ne veut pas créer un organisme bureaucratique qui administrerait la société, ça pour lui c'est insupportable, mais on crée le mouvement perpétuel par lequel les masses prennent le pouvoir en mettant en question en permanence les détenteurs du pouvoir. Le fameux il faut bombarder le quartier général de Mao Zedong. Et il dit évidemment, le communisme c'est ça. Je pense qu'il se trompe parce que ça c'est une des manifestations historiques du communisme, vouée effectivement à prospérer pendant quelques semaines, quelques mois, et puis à retomber comme un soufflé. Pour moi, le communisme, c'est tout le contraire, c'est la construction lente et patiente d'une société plus juste, au prix de mille difficultés, et ça suppose un minimum d'organisation, et ça ne peut pas évidemment se faire sans un État qui soit un État aussi vertueux que possible, certes, mais un État quand même qui se fasse respecter. Et Mao Zedong l'a tellement bien compris que c'est lui qui a mis fin en réalité à la phase subversive de la révolution culturelle. Ce qu'on oublie très souvent quand on étudie cette période, c'est qu'il y a une phase subversive de 1966 à 1968, mais qu'à partir du congrès, le fameux congrès des vainqueurs en 1969, c'est terminé. En fait, c'est Mao avec Lin Biao, qui est le chef de l'armée, qui contrôle tout. Et le côté éruptif des gardes rouges qui secouaient tout le monde et qui faisaient promener les types avec des chapeaux en papier, etc., c'est terminé. L'État parti a repris le contrôle de la situation et c'est ce que Badiou reproche d'ailleurs à Mao à cette époque. Donc Badiou n'est pas maoïste en réalité. Il est garde rouge. Enfin, un garde rouge complètement anachronique pour un Ah intellectuel oui, non français. mais bon, y Voilà. compris, Mais en il est plus, anachroniquement garde rouge, mais idéologiquement, c'est ce qu'il est. Pour moi, il n'est pas maoïste. Parce que s'il était maoïste, il dirait bah, Mao Zedong a compris qu'il fallait effectivement passer à autre chose. alors, c'est donc Mao qui met fin à la révolution culturelle. À Il sa phase n'empêche quand subversive. Tout à fait. Ouais. ah, oui, alors, il Oui. n'empêche quand même que après sa disparition, il y a un certain conflit. Il y a les Oui. villes crottes de chiens, c'était les expressions qu'on entendait, toujours très poétiques chez les Chinois, hein. Non, ça, c'est pas poétique, c'est insultant, mais bon, ils ont parfois les quatre modernisations, ils habillent le réel de termes assez poétiques. Moi, j'adore ça, hein. Et donc, alors, nos amis de la bande des quatre, dont l'épouse de Mao, hein, vont à l'affrontement avec Tout à fait. la majorité du parti. Ils seront exclus, emprisonnés et condamnés. Je crois que Ouais. d'ailleurs, ils sont morts en prison. Je ne sais pas si. Oui, oui, Tianqing s'est suicidé. Ouais. La femme de Mao, Tianqing s'est suicidé.
tout à fait. D'ailleurs, il y a des images de son procès qui sont étonnantes, où elle dit, mais moi, j'étais avec Mao à la Longue Marche, etc. Et alors, il y a le public, parce que c'était en public, qui rigole. C'est triste, c'est quand même assez, Ok. assez Alors, impressionnant. il y a quand même des contradictions la Chine populaire, en Chine populaire. Oui. Donc, elle se résout par la défaite de la bande des quatre. Et là arrive l'homme du chat noir, chat blanc, c'est-à-dire Deng Xiaoping, qui propose effectivement une voie de développement. Alors, Complètement. restauration du capitalisme ou poursuite de la construction du socialisme, mon cher Bruno? Point Alors, d'interrogation. voilà, c'est un beau sujet. C'est effectivement la deuxième mort de la révolution culturelle. Pour moi, il y a deux morts. Il y a celle dont on parle jamais, c'est le Congrès des vainqueurs en 69, Mao qui dit on va continuer la révolution culturelle, mais différemment, c'est-à-dire il n'y aura plus de violence, parce qu'il y a eu des violences. Alors, un petit point là-dessus, on lit ça et là que la révolution culturelle a fait 20 millions de morts. C'est n'importe quoi. Selon les historiens anglais qui ont publié un beau livre d'ailleurs chez Gallimard, mais qui ne sont pas suspects, à mon avis, de sympathie à l'égard du pouvoir communiste chinois, pour eux, il y aurait eu entre 700 et 700 000 morts. Alors, l'armée qui a réprimé des gardes rouges, les gardes rouges qui ont tué des gens, les factions rivales entre ouvriers et gardes rouges qui se sont entretués, 500 à 700 000 morts dans un pays de 680 millions d'habitants. C'est-à-dire le même nombre de morts que la guerre de sécession aux États-Unis dans un pays de 31 millions d'habitants. Dans les deux cas, on a une guerre civile en réalité. Mais ça fait, par rapport à la population, 20 fois moins de morts. Moi, je pose la question suivante, pourquoi les acteurs de la révolution culturelle passent pour des criminels, alors que les acteurs de la guerre de sécession passent pour des héros? Voilà, je referme la parenthèse. Si on veut comparer les choses, bah, voilà. Il y a tout un discours victimologique ou une comptabilité macabre à propos du communisme qui est insupportable et que j'ai d'ailleurs à laquelle j'ai réglé un compte dans mon livre Communisme dont tu as parlé. Je ferme la parenthèse. La deuxième mort de la révolution culturelle, l'enterrement de la révolution culturelle, c'est effectivement après la mort de Mao, la réunion du comité central qui a lieu fin 1978, où Deng Xiaoping dit, écoutez, maintenant, il faut quand même savoir ce qu'on veut, il faut changer de cap. Et il reprend le slogan des quatre modernisations, qui avait été approuvé par Mao sur le principe, et qui est dû à Zhou Enlai. Zhou Enlai, personnage très important aussi. Modernisation de l'agriculture, de l'industrie, de la science et de la technologie et de la défense. C'est ce programme qui va devenir effectivement l'agenda du Parti communiste dans les années qui suivent et en quelque sorte le socle de ce qu'on va appeler la réforme et l'ouverture, c'est-à-dire la réforme structurelle interne de l'économie chinoise et l'ouverture internationale comme moyen d'accélérer le développement. À cette dans cette période effectivement de réforme, on va réinstaurer, non pas le capitalisme, parce que je trouve que l'expression est trop, mais un secteur capitaliste. C'est-à-dire que les communistes chinois estiment que compte tenu du niveau insuffisant de développement des forces productives, il faut utiliser les capitaux et les technologies que seules, en réalité, des firmes capitalistes peuvent nous apporter, parce que ces capitaux, ces technologies, nous ne les avons pas et elles ne poussent pas comme des champignons. Bon, champignons noirs que l'on met dans les soupes chinoises. Il faut trouver le moyen, et ça c'est l'obsession de Deng Xiaoping, qui va aux États-Unis et qui fait le mariole avec son chapeau de cow-boy. Ça fait rigoler tout le monde, mais en fait lui il pense à autre chose. Il voit ce que c'est technologiquement que l'Amérique de la fin des années 70, début des années 80, il dit si on ne pique pas un certain nombre d'idées là-bas, on est mal barré. On a un retard. La Chine a raté le train de l'industrialisation du 19e siècle parce qu'elle était en déclin et parce qu'elle était pillée par les Occidentaux. Puisqu'on a raté le train du 19e siècle, il faut le prendre à la fin du 20e, maintenant qu'on a créé un État souverain qui tient les rênes de l'économie, tout en conservant les bases du socialisme, la planification, la prépondérance du secteur public, le monopole du parti, c'est quand même beaucoup tout ça, et le contrôle de la finance, qu'on ne dit jamais, c'est que l'État chinois contrôle 90% du secteur bancaire. C'est bien joli la bourse de Shanghai, la bourse de Hong Kong, etc. Mais les capitalisations boursières chinoises représentent 2% des capitalisations boursières mondiales. Les capitalisations boursières américaines sur les places financières américaines en représentent 60%. Alors que le PIB industriel chinois aujourd'hui, c'est 2 fois le PIB industriel américain. Et le PIB d'ailleurs tout court, en parité de pouvoir d'achat, le PIB chinois
tout secteur confondu en parité de pouvoir d'achat, c'est 1,5 fois le PIB américain. Donc les Chinois, ils ont un système qui consiste à conjuguer la prépondérance du secteur public adossée à un État souverain qui contrôle et qui régule l'économie, un secteur capitaliste, oui, alors qui va être exogène et endogène, on va attirer les multinationales américaines. Apple construit, fait fabriquer ses iPhones d'ailleurs par une entreprise taïwanaise, Foxconn, près de Guangzhou, et je crois que Elon Musk va construire ses Tesla à Shanghai. Bon, il en construit déjà en Chine. Très bien, ça apporte des capitaux, ça permet de former une main-d'œuvre et donc de créer de la masse salariale qu'on va pouvoir injecter dans l'économie, dans la consommation populaire. Et puis, bien sûr, ça crée au profit de la Chine un excédent commercial qu'on va pouvoir utiliser, bien sûr, pour se procurer d'abord les biens dont on a besoin. La Chine importe beaucoup, il faut le savoir, et surtout pour constituer des réserves de change absolument colossales. Le secteur capitaliste endogène, lui, sert à quoi? Ben, à combler tous les trous qui, dans l'économie du pays, ne peuvent pas être comblés par la puissance publique parce qu'elle ne sait pas forcément faire. La réussite d'Alibaba, de Tencent et tous ces groupes, par exemple, dans les géants de la tech, ce sont au départ des startups. Les types qui ont créé DeepSeek, j'ai vu leur profil, on a accès même à leur nom, leur prénom et leur qualification, etc. Ce sont de jeunes ingénieurs issus des universités chinoises qui sont capables aujourd'hui, après avoir beaucoup bossé quand même, hein, de créer technologiquement des outils qui donnent le pion à ceux fabriqués dans la Silicon Valley. On ne va pas créer une entreprise publique Souvent, pour gérer ça. souvent grâce à des ingénieurs importés, dont pas mal sont chinois. Bien sûr, dont beaucoup au départ étaient formés aux États-Unis, mais j'ai regardé le profil de ceux qui ont créé DeepSeek, aucun n'a été formé aux États-Unis. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, qui forme 4 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis, est en train d'inverser la tendance. Au lieu d'envoyer ses étudiants se former à l'ingénierie high-tech aux États-Unis, elle les forme elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin des technologies étrangères. D'ailleurs, tout le monde a besoin de tout le monde en réalité. Et on suppose que les Américains aujourd'hui vont trouver le moyen de décortiquer ce que les Chinois ont fait avec DeepSeek. Ce système-là, donc, je résume, un puissant secteur public adossé à un État fort, un secteur capitaliste innovant, parce que le capitalisme a au moins une vertu, c'est l'innovation. Ah, depuis la création d'Instructi de Schumpeter, on sait bien que c'est ça sa valeur ajoutée. Un très gros secteur de petites entreprises. Alors, il n'y a rien de capitaliste, hein, le type qui vend des nouilles dans la rue, un énorme secteur de petites entreprises individuelles. Il y en a énormément en Chine. Je crois que c'est pratiquement 20% de la population. Les Chinois adorent ça, ils créent leurs petits trucs, ils sont contents. Et puis alors, l'exploitation familiale dans l'agriculture. L'agriculture chinoise n'est pas capitaliste. Elle est encore très majoritairement une agriculture fondée sur l'exploitation familiale, où le paysan est héréditaire est détenteur d'une parcelle agricole de manière héréditaire, il la transmet à ses enfants dans le cadre d'un contrat de très long terme avec l'État, puisque l'État est le propriétaire ultime de la terre. Donc le système est quand même très, très organisé. Il y a du public, il y a du privé. Le public, en réalité, l'emporte sur le privé. Pour donner un chiffre, j'adore les chiffres, l'État en Chine contrôle 55% des actifs industriels. Donc un pays peut pas, comme la Chine ne peut pas être un pays capitaliste, puisque l'État socialiste, c'est un État socialiste, enfin, c'est ce qu'il dit. Et dans la réalité, on pourra en discuter, c'est bien le cas, détient plus de la moitié des actifs. Et ce taux est de 80 à 90% dans les secteurs clés. L'industrie lourde, l'énergie, les transports, l'armement, tout ça, ce sont des entreprises publiques. Alors qu'il y a une grande autonomie de gestion, qui sont invités d'ailleurs à devenir des sortes de leaders mondiaux. On voit bien que les entreprises du BTP en Chine aujourd'hui travaillent dans 130 pays. Elles construisent des infrastructures dans 130 pays. C'est quand même extraordinaire. Et ce sont des entreprises publiques. Le numéro un mondial du ferroviaire, c'est CRRC, qui est une entreprise publique chinoise. Alors, il y a des coopératives aussi, j'en ai pas parlé, beaucoup de coopératives. Huawei, 180 000 salariés, c'est une coopérative. Les salariés sont associés. Le patron, il s'appelle Zhen Zhangfei, lui, il possède 1% du capital. Et bien sûr, la société n'est pas cotée en bourse. C'est de la combinaison de tous ces secteurs, public, coopératif, capitaliste, petite entreprise, exploitation familiale, que provient en fait le dynamisme économique de la Chine. Tout ça, évidemment, sous la tutelle d'un État fort qui maîtrise la monnaie. Un jour, Trump avait dit quelque chose d'intelligent, ça arrive, hein. Il avait dit, moi j'ai un problème, c'était pendant son premier, avec la présidente de la Réserve fédérale. Elle m'emmerde. Bon, c'était du Trump.
Xi Jinping, il n'a pas ce problème, parce que le président de la Réserve fédérale chinoise, c'est lui. Ben oui, la monnaie chinoise, elle est sous le contrôle d'une banque de Chine dont le directeur est nommé par le patron, hein. Donc, voilà, c'est comme les banques, toutes les banques chinoises, c'est comme ça. Il n'y a pas cette espèce de tutelle exercée par les conglomérats du grand capital sur l'État américain qu'on peut voir aux États-Unis. Il y a l'inverse. Autre comparaison, aux États-Unis, en France, on a bien vu que c'était les banques qui désignaient le président, hein, qui est lui-même un banquier. En Chine, c'est le président qui nomme les directeurs de banque. C'est pas la même chose. Absolument. C'est la fameuse anecdote de, du patron d'Alibaba qui s'est piqué de faire de la politique, hein, et qui s'est fait vite renvoyer à la base, alors que Trump, lui, se voyait supprimer son compte Twitter, euh, 78 millions de followers, parce que Oui, tout à fait. il se plaignait des conditions dans lesquelles s'était déroulée l'élection de 2020. Alors, là-dessus, j'ai deux questions, Bruno. La première question par rapport à ce que tu viens de nous décrire du mécanisme, euh, que je vais résumer à ma façon, c'est-à-dire utilisation des mécanismes du capitalisme articulés avec l'extérieur, articulés Oui, avec tout à les fait. puissances capitalistes. Donc ça veut dire inscription dans un, un système mondial, euh, je veux dire, ouvert, et ensuite, euh, avec contrôle de l'État pour éviter que ça puisse dégénérer. Alors, mes deux questions sont les suivantes. La première, euh, ça est dans le pays égalitaire que tu nous as décrit avec la première phase, ça a amené l'explosion des inégalités, je suppose, Absolument. l'affichage de richesses, parfois impressionnant, etc., avec le cortège de nuisances qui pouvaient les accompagner. J'ai vu ça dans ton livre, sur, au milieu des années 90, une forme d'insécurité, de corruption Ouais. importante, de dégénérescence de certaines valeurs morales. Donc, il y a quand même eu ce problème assez net. Oui, oui. Oui, je pense d'ailleurs que quand Deng Xiaoping, dans les années 80, je le cite dans l'article que j'ai écrit parallèlement au livre, disait, bon, mais on n'a pas trop de soucis à se faire parce qu'on a un État socialiste suffisamment fort, on va régler tout ça. Je pense qu'il avait un peu surestimé les capacités de l'État socialiste à réguler un certain nombre de phénomènes qui vont gangrener l'État et le parti lui-même. Cette prise de conscience, elle vient plus tard, pas tellement avec Jiang Zemin, qui était un ingénieur obsédé par le taux de croissance, c'est surtout Hu Jintao, celui qui va parler à partir de 2002 d'une société plus harmonieuse, qui explique que oui, mais bon, bien sûr il faut accueillir les entrepreneurs parce qu'on a besoin d'eux, mais il faut éviter la polarisation de la société. Et ce phénomène va s'amplifier considérablement avec Xi Jinping. Parce qu'entre-temps, il y a eu l'expérience Bo Xilai, c'est-à-dire ce personnage qui était le rival de Xi Jinping et qui avait créé à Chongqing une espèce de laboratoire d'un néo-maoïsme, bon, un peu flamboyant. Il va être écarté, d'abord parce que sa femme a fait tuer quelqu'un, ce qui est quand même. Et lui était probablement complice, bon, et ça a été avéré, hein, bon. Et puis, il était quand même. Bon, il avait des problèmes quand même de corruption. Bon. Mais c'était aussi un rival politique. Mais je pense que Xi Jinping a parfaitement compris qu'il fallait terrasser l'hydre. Et il y a d'ailleurs dans le communiqué du comité central de novembre 2021, qui est un récapitulatif de 100 ans d'histoire du parti, qui est un document fondamental que je cite beaucoup dans mon livre, 3 pages qui sont étonnantes, où il dit, c'est écrit noir sur blanc, notre parti était devenu un marigot dans lequel la corruption avait atteint des niveaux. Et ici, des exemples, les passe-droits, les types qui voyageaient en jet privé, la corruption. Et il dit, il va falloir nettoyer tout ça, racler jusqu'à l'os, enfin, les expressions de violence extrême. Je sais, par une source de première main chinoise, qu'il y a eu une réunion dont personne n'a parlé de Xi Jinping avec les principaux dirigeants chinois. Dès son arrivée au pouvoir, il leur aurait dit, écoutez les gars, on continue comme ça, dans 10 ans on est mort. Donc on va tout nettoyer. Ils ont viré des millions de cadres, des millions de fonctionnaires. Ils ont une obsession, c'est
liquider la corruption, qui était devenue généralisée. Pourquoi? Même s'il n'y a pas de contrôle et si on légitime l'enrichissement individuel, ben, les gars, voilà, ils s'en donnent à cœur joie, hein. Il y a un type qui a été exécuté en 2021. Il a fallu envoyer, je crois, 10 camions pour retirer de ses caves tous les objets qui lui avaient été offerts dans le cadre de sa corruption. Il y avait des liasses de billets, etc. C'est un vrai problème. Ça l'est toujours, je pense. Le phénomène n'a pas été. Parce que, évidemment, d'abord, il y a une tradition chinoise, c'est qu'on fait des cadeaux. Voilà, c'est comme ça. C'est un système très clanique. Il y a des réseaux d'influence. Et puis, il s'était développé au sein du parti, effectivement, des sortes de coteries qui vivaient de ça, en fait. Xi Jinping, c'est celui qui a nettoyé les écuries d'Augias et qui est probablement, à mon avis, en train de le faire aujourd'hui. Bon, continue à le faire. Et puis surtout, depuis 10 ans, on a engagé une politique vigoureuse d'éradication de la grande pauvreté. Il y a deux politiques Xi Jinping qui sont très populaires en Chine. La liquidation de la corruption et l'éradication de la grande pauvreté, de la pauvreté extrême, qui sont des réussites. L'augmentation des salaires, dont on ne parle jamais, parce que nous, on est habitué à l'austérité salariale, mais en Chine, les salaires n'ont cessé d'augmenter depuis 20 ans. Alors, bien sûr, il va falloir sans doute modérer cette augmentation, peut-être dans les années qui viennent, compte tenu de la baisse du taux de croissance. C'est aussi une période où tous les Chinois ont acquis un logement. Alors, on nous parle de la crise immobilière qui est réelle, qui est un vrai problème, mais 93% des Chinois sont propriétaires de leur logement. Et je crois que 30% en ont au moins deux. Ça, quand même, c'est pas négligeable. C'est l'époque aussi où on va généraliser la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a une assurance maladie généralisée pour 95% des Chinois. 50% de la population mondiale n'a aucune couverture maladie. 50%. Allez parler de couverture maladie dans certains recoins de l'Inde ou du Bangladesh, les types vont vous dire, écoutez, nous, on ne connaît pas, hein, couverture maladie. La maladie, on connaît, mais pas la couverture maladie. Ça, c'est apporté au crédit de Xi Jinping. Bon, il est vrai qu'il a doublé le PIB du pays en 10 ans. C'est pas mal, hein. Et puis, il y a eu un effet redistributif puisque les statistiques montrent que le coefficient de Gini a régressé. Il est à 37% aujourd'hui, ce qui est quand même 0,37, c'est important, mais il était beaucoup plus élevé avant. Et surtout, les 10% les plus pauvres, aujourd'hui, ont le nécessaire. Ah, ils ont appliqué le système des 5 garanties: nourriture, vêtements, logement, transport, éducation et santé. Voilà. Moi, j'ai visité dans un village du Tianxi en 2019 avec un Chinois, quelques opérations d'éradication de la grande pauvreté. Il y avait une maison, c'était une ancienne maison de propriétaires fonciers qui avait été abîmée par la révolution culturelle d'ailleurs. Et le Chinois qui me montrait ça me disait, tu vois, à l'époque, on a commis des erreurs, etc. Et il y avait un monsieur relativement âgé qui n'avait pas de famille, personne pour s'occuper de lui, pas de boulot. Et donc, on lui a dit, voilà ce qu'on te propose, tu es le gardien de la maison. Le type était tout content. Il avait un emploi, un petit revenu, une satisfaction de voir que des gens venaient. Ils ont réinséré par l'emploi, de manière fine, chaque fonctionnaire chinois était chargé de suivre 4 pauvres. Il avait ces 4 pauvres et il fallait qu'il leur trouve un emploi durable qui règle ses problèmes de santé, de logement, etc. Ils ont appliqué cette méthode, ils ont sorti 100 millions de personnes de la grande pauvreté. La Banque mondiale, Branko Milanovic, avait dit, voilà, c'est exceptionnel, c'est le seul pays où on a réussi à éradiquer la grande pauvreté comme ça en 10 ans. Ce qui fait que la Chine, aujourd'hui, elle est dans la catégorie des revenus intermédiaires de niveau supérieur dans les classifications de l'ONU. C'est le seul pays au monde qui a changé de catégorie depuis que cette catégorie existe, c'est-à-dire depuis 1990. Et ça, Hu Jintao avait lancé le mouvement, mais c'est Xi Jinping qui a mené à son terme, en tout cas jusqu'à présent, ce mouvement, je dirais, de régulation de la société visant à mieux distribuer les bénéfices de la croissance, à réduire les inégalités et à faire de la Chine un pays dans lequel il y a davantage de cohésion sociale. Cela dit, il y a toujours des inégalités très importantes. Il y a une vraie question, c'est la question fiscale. L'impôt sur le revenu est plafonné à 40%. Est-ce que ça sera toujours le cas? Il n'y a pas d'impôt sur les successions. L'imposition du capital est assez légère. Il y a un vrai sujet là, parce que il y a évidemment des gens qui ont gagné énormément d'argent et ils sont très gourmands, ils nourrissent une espèce de courant libéral au sein de la société qui aimerait bien qu'on aille encore plus loin. Voilà. C'est ma deuxième question. On y arrive, hop, pile poil. C'est Ouais. ma deuxième question. Donc, ce que tu viens de nous expliquer, finalement, d'un certain point de vue, assez rassurant, concernant la maîtrise de,
de cette trajectoire qui est quand même exceptionnelle, la rapidité. C'est une incroyable révolution qui s'est produite. Et donc, euh, les mesures qui ont été prises alors que la fameuse réunion dont tu nous parles, où Xi Jinping a dit on va dans le mur, si j'ai bien compris, Oui, donc oui, complètement. On est il faut mort. changer. Ça, c'est possible de faire cette réorientation dès lors qu'il y a effectivement un contrôle politique sur le fonctionnement. Et c'est à ce sujet, ma première question, c'était les effets profondément négatifs qui existaient. La deuxième, c'est cette question politique. C'est-à-dire que tu viens de parler des droits de succession, tu viens de parler effectivement de la transmission des patrimoines acquis par les capitalistes chinois qui existent. Bien Euh, sûr. Est-ce que, alors, tu parles des débats entre les libéraux et les tenants de la ligne socialiste. Moi, j'ai entendu dire qu'effectivement, il y avait des débats parfois assez sévères. Est-ce qu'il n'y aurait pas la tentation de ces couches nouvelles enrichies de se constituer en tant que classe. C'est-à-dire, on domine au plan économique, mais maintenant, on veut dominer au plan politique. On veut dominer au plan politique parce que ce système nous convient, ce système nous profite, donc on veut encore le développer. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Parce que la bourgeoisie au 19e siècle, accompagnant la révolution industrielle, tout le 19e siècle, c'est la prise du pouvoir par la bourgeoisie. C'est la prise du Exactement. pouvoir dans les pays occidentaux développés. Là, ce n'était pas le cas, mais ce serait quand même assez paradoxal que ce soit le socialisme qui permette ce développement et qu'ensuite ce soit une bourgeoisie qui se constitue alors, qui en, qui en perçoive les fruits politiques, s'entend. Oui, oui. Alors, la bourgeoisie a déjà dirigé le pays, mais dans des conditions un peu chaotiques, de 1927 à 1937 avec Chiang Kai-shek. Mais sous le couvert de la domination d'un parti très autoritaire. Le Kuomintang était quasiment un parti unique et il avait déjà lui-même d'ailleurs créé un secteur public à sa dévotion. Bon, mais c'est sa corruption et son refus de faire les réformes sociales qui a scellé son destin. Puis la bourgeoisie a été laminée. Elle a été laminée par la révolution maoïste, très clairement, et notamment par la révolution culturelle. Alors, dans sa phase longue durée, pendant 10 ans, là, on a. Bon. Elle a été, en quelque sorte, remise dans le jeu avec les réformes, dans la mesure où est apparue une néo-bourgeoisie qui s'est constituée un patrimoine, des compétences, des réseaux, absolument, et qui a sans doute cru, je dirais, au début des années 2000, qu'elle pourrait réaliser le rêve que tu as décrit, c'est-à-dire prendre le pouvoir en se constituant comme classe dominante. Je pense que beaucoup y ont pensé à ce moment-là, en se disant on trouvera un compromis avec les vieux classiques du parti et on fera une néo-bourgeoisie mixte entre capitalistes dynamiques et bureaucrates modernisateurs, et on fera une sorte de capitalisme d'État à fort contenu quand même capitalistique, et tout ira bien. Je pense qu'ils ont perdu. Ils ont perdu parce que la reprise en main du parti et de la société et de l'État, en fait, par l'équipe de Xi Jinping depuis 10 ans, leur a coupé l'air sous le pied. Alors, ce qui ne veut pas dire que Xi Jinping est contre le secteur capitaliste. C'est pas le Les problème. capitalistes prospèrent en Chine simplement dès qu'ils commettent deux erreurs. Un, prétendre avoir un avis sur la politique. C'était le problème de Jack Ma, mais il y en a eu d'autres. Deuxième erreur, dès qu'ils sont tellement gros qu'ils veulent éliminer la concurrence d'une manière éhontée. On ne veut pas de monopole privé en Chine. On veut bien des grosses entreprises privées, mais pas des monopoles privés. Alors Jack Ma a commis les deux erreurs. Il a été le premier à être éjecté de manière assez ostentatoire, mais d'autres l'ont fait dans l'immobilier, dans l'assainissement, dans le commerce. Alors Christine Ockrent a écrit un livre là-dessus, L'empereur et les milliardaires rouges, où elle décrit, elle fait des monographies de tous les capitalistes chinois que Xi Jinping a dégommés plus ou moins directement. C'est très intéressant pour le coup. Enfin, elle émet des jugements de valeur complètement débiles sur la société chinoise, mais les monographies sont intéressantes. Donc, ces gens-là ont perdu la partie. Et on le voit même au niveau idéologique, parce que la nouvelle gauche, ce courant représenté par Wang Hui, Jiang Shegong, enfin des gens que je cite dans mon livre, parce que mon livre a une qualité, il a beaucoup de défauts et une qualité, c'est que je donne la parole à des intellectuels chinois contemporains que personne ne connaît en France. Ces gens-là ont commencé à écrire en disant, écoutez,
c'est bien joli tout ça avec vos réformes, mais si notre société devient une société capitaliste, alors c'est pas la peine de l'appeler socialiste, et puis vous allez voir, on va avoir de gros problèmes. Aujourd'hui, la nouvelle gauche, elle a plus tellement de choses à dire, parce que tout ce que fait Xi Jinping va dans son sens. La mise au pas des grands groupes privés, le démantèlement de certains. Enfin, Evergrande, le premier groupe de l'immobilier, est démantelé. Ses dirigeants sont en prison. Imaginez, je parle à nos auditeurs, qu'en France, un type comme Arnaud ou d'autres se retrouvent en prison. Parce que c'est ça qui se passe en fait. La Chine est le seul pays qui met des milliardaires en prison d'ailleurs. J'en connais pas beaucoup. Si, il y a le Vietnam aussi, qui l'a fait récemment, comme par hasard. 1,5 milliard d'habitants, les deux pays communistes de la planète. Bon. C'est ça. Et puis tout ce que j'ai dit sur l'augmentation des salaires. Ils ont pris des mesures depuis le vote de la loi sur le contrat de travail en 2008, contre l'avis d'ailleurs des grands groupes privés, qui est assez protectrice pour les salariés. La Chine est un pays dans lequel le salarié, le citoyen peut se faire entendre, hein. Alors, il y a bien sûr des margoulins, il y a des exploits, il y a des gens qui, dans les marges du système, doivent exploiter, il y a les aigres-fins du commerce et les magouilleurs de l'industrie. Il y en a plein parce que le pays est immense et qu'il y a de tout. Mais enfin, il vaut mieux pas se faire attraper quand même. C'est-à-dire que l'application de la loi en Chine, elle concerne tout le monde. La classe dirigeante, que ce soit les cadres politiques du parti ou les cadres dirigeants de l'économie, ne sont pas exemptés de la loi pénale en Chine. Et ça, d'innombrables affaires l'ont montré. C'est intéressant, ça aussi. Et ça, c'est un élément qui contribue à la légitimité du pouvoir, puisque, comme tu l'as dit, le pouvoir s'exerce en vertu du mandat du ciel, c'est-à-dire du peuple, puisque le ciel voit avec les yeux du peuple et entend avec les oreilles du peuple, formule de la philosophie chinoise qui a quand même 2500 ans. Bien sûr, il faut que pour conserver sa légitimité, le pouvoir soit à l'écoute du peuple. Et avec Xi Jinping, il me semble qu'il parvient à le faire. Qu'en sera-t-il demain? Ça, évidemment, on n'en sait rien. On ne sait pas si la Chine continuera d'évoluer vers un socialisme moderne, visant à faire de la Chine un pays socialiste, puissant et prospère à l'horizon 2049, c'est l'objectif, ou si elle régressera vers une sorte de capitalisme un peu, bon, qui ne sera pas sous contrôle. Moi, je pense que les Chinois ont parfaitement compris qu'il fallait que la dynamique du capitalisme soit utilisée pour contribuer à la modernisation du pays, mais soit sous le contrôle strict d'un État planificateur qui garantit en fait l'équité entre les citoyens et qui garantit tout simplement l'intérêt général. Et qui surtout fixe le cap. Parce que le capitalisme, enfin, c'est mon avis, c'est quand même, c'est quoi? C'est un conglomérat d'intérêts privés. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de pilote dans l'avion par définition. Par contre, s'il y a un pilote dans l'avion qui dit aussi bien aux entreprises publiques qu'aux entreprises privées, voilà dans quelle direction on va, ça fonctionne. Oh, c'est ce que faisait De Gaulle dans les années 60, hein, en réalité. Alors, Dans un comme autre contexte. disait Jacques Marseille, la France, c'est une Union soviétique qui a réussi. Bon, il avait été communiste, puis il était passé à l'autre extrême, enfin sur le plan économique. Euh, Ouais, ouais. oui, le problème, c'est que le capitalisme, il obéit à des lois que Marx a tout à fait bien étudiées. Donc, effectivement, il y a l'extension indéfinie de la sphère marchande, il y a la baisse tendancielle du taux de profit, et qui fait que, je veux dire, il va dans certaines directions. C'est pas un plan concerté par une Voilà. commission d'Illuminati. Non, 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 non. C'est le capitalisme comme ça. Donc, effectivement, s'en servir pour assurer un développement des forces productives, c'est probablement, c'est ce que tu nous décris, la voie utilisée par les Chinois. Ça me fait penser au débat qu'il y avait au sein du Parti social-démocrate russe avant octobre 17, où il y avait un des débats, c'était, bon, voilà, le développement des forces productives en Russie, qui est un pays arriéré, n'a pas eu lieu. Est-ce que la Ouais, ouais. bourgeoisie russe est capable de le porter? La réponse est non. Donc, c'est pour ça que la classe ouvrière doit s'en charger. Bon, ben, Ouais. c'était très schématique. Alors, tu, tu, tu as dit où va la Chine? Je crois que tu poses toi-même la question, donc je vais te la retourner en faisant d'abord une petite observation personnelle. Quand j'étais en Chine il y a maintenant 10 ans, ça fera 10 ans cette année, j'ai été assez estomaqué. C'est fascinant, c'est magnifique, j'ai vu des choses extraordinaires.
mais j'ai vu surtout un pays développé. J'ai rencontré une civilisation. Et puis là, j'ai des échos, je vois des reportages, je vois. Alors sur YouTube, il y a beaucoup de films qui sont faits par des jeunes qui voyagent, parce que là aussi, Ah hein, oui, c'est dire bien la sûr. libre circulation des hommes, elle est garantie. Et donc, je vois des jeunes qui font des reportages. Ça n'est pas la Chine que j'ai vue il y a 10 ans. Je suis désolé. Je suis Ouais, ouais. désolé. Mais pas seulement dans les villes. Pas seulement dans les villes. Mon expression, c'est le train chinois est parti et nous, on n'a pas pris le bon. Ou on n'est pas monté C'est dans le clair. bon wagon. Alors, Ouais. où va la Chine, Bruno Guig? Ben, elle va loin. Je vais citer un exemple. Dans mon livre, j'ai écrit que la Chine avait construit 45 000 kilomètres de lignes à grande vitesse. Sauf que le temps que le livre soit publié, on est déjà à 48 000 et l'objectif, c'est 60 000. Donc, ils font déjà le tour de la Terre pratiquement. Enfin, ils ont déjà fait le tour de la Terre et ils vont en faire encore un demi-tour à 60 000 kilomètres de TGV. Bon, voilà, ça, tout va à une vitesse extraordinaire. Ils sont en train de construire ils ont fini le deuxième aéroport de Pékin, qui est le plus grand du monde. C'est gigantesque. Moi, je vais en général à l'autre parce que le Paris-Pékin va le premier. Tout est comme ça. Alors, où elle va? Moi, je pense qu'elle va poursuivre son développement économique, mais attention, elle va le faire dans les conditions qui sont décrites d'ailleurs dans le rapport de Xi Jinping au 20e congrès en octobre 2022, c'est-à-dire ne soyons pas obsédés par le taux de croissance. Parce que le taux de croissance aujourd'hui, c'est pas le seul critère important pour développer un pays comme le nôtre. Il faut travailler, bien sûr, toujours dans le quantitatif, mais privilégier le qualitatif. Et Xi Jinping insiste beaucoup sur la technologie. Le mot figure 70 fois dans son rapport, quand même. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec DeepSeek et ce qui va se passer encore demain, ça traduit une stratégie, en fait. C'est ça qui est intéressant, hein. C'est la convergence entre une planification stratégique de haut niveau fixée par le parti État et le dynamisme entrepreneurial de petites startups animées par des types qui sortent de la fac et qui sont pleins d'idées et qui les réalisent grâce au Parti communiste qui leur dit non, non, mais ce que tu fais, ça va dans le bon sens, vas-y, on est à fond avec toi. Ça marche. Donc, le développement technologique de la Chine, ça, tous les experts sont d'accord là-dessus. Il y a eu une étude australienne récemment, d'ailleurs, qui est très bonne là-dessus, qui montre que technologie par technologie, les Chinois sont en train de grignoter dans tous les domaines. Il va le poursuivre. Pourquoi? Parce que la Chine, bon, a des gens qui bossent beaucoup, qui sont très astucieux, des universités qui fonctionnent très bien, ils adorent ça et ils ont une masse démographique extrêmement importante qui leur permet effectivement de tester tout ce qu'ils ont. C'est extraordinaire de travailler à l'échelle d'un pays d'1,4 milliard d'habitants, quand même, dans tous les domaines. Ça va se poursuivre. La deuxième chose qui va se poursuivre, à mon avis, c'est le rayonnement international. La Chine aujourd'hui, elle agit de manière politique et diplomatique, jamais sur le plan militaire, elle ne s'implique dans aucun conflit, mais elle est présente politiquement et diplomatiquement à peu près partout. Alors, il y a des gens qui ferment leurs portes, tant pis pour eux, et économiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les échanges commerciaux, il y a les infrastructures construites par des entreprises chinoises compétentes, grâce à des fonds apportés par des banques chinoises, qui sont souvent des banques publiques, c'est-à-dire des banques qui ne recherchent pas le profit immédiat, mais l'investissement à long terme. Les Chinois, ils développent les pays partenaires, c'est la grande idée de Ida Ilou, hein, la ceinture et la route, les nouvelles routes de la soie, développer des pays partenaires pour qu'ils s'industrialisent et qu'ils soient demain des partenaires plus solides sur le plan économique. Les Chinois peuvent travailler avec des gens qui ont plus d'argent, hein, demain et qui sont des partenaires intéressants. C'est une logique, c'est très simple en fait. On veut que vous prospériez, comme ça nous aussi on va prospérer avec vous. C'est la coprospérité, c'est le co-développement. C'est ça le gagnant-gagnant de cette idée. Et ça fonctionne. Il y a 153 pays qui ont signé un traité bilatéral avec la Chine dans le cadre de la ceinture et la route. 153 pays. Les Chinois ont déjà mis 1000 milliards de dollars sur la table en 10 ans. Il y a 3 ou 4 000 projets en cours. Voilà. Un projet, c'est une centrale électrique, un parc industriel, un stade, un palais des congrès, une autoroute, une ligne de chemin de fer, une centrale nucléaire, etc. Ça, je pense que là-dessus, c'est parti. Ce qui pourrait freiner le développement de la Chine, ce qui est problématique, c'est sa situation démographique. Elle est à 1,18 comme indice de fécondité, beaucoup moins que la France et beaucoup moins que les États-Unis, par exemple. Bon, c'est à peu près le niveau du Japon.
Ou de qui la est quand même une Corée, situation ou de la démographique. Corée du Et, Sud. et c'est au-dessus de la Corée qui était à 0,72. Mais la Corée du Sud, c'est une catastrophe absolue. Ce pays, alors il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a des groupes de femmes qui disent, nous, on veut pas de sexualité, pas de mecs, pas d'enfants. Voilà, c'est le truc à la mode. Eh bien, elles prennent des chiens, hein, et Ah il bah, y des a chiens toute ou des une robots. industrie de poussettes pour chiens. Il y aura des robots aussi. C'est ça. Le robot remplace très bien l'homme pour certaines fonctions, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un problème parce que s'ils n'arrivent pas à redresser la barre, ils vont avoir un problème, c'est qu'il va falloir effectivement subvenir aux besoins d'une masse très importante de personnes âgées, voire très âgées, puisque l'espérance de vie s'est envolée au-dessus de 78 ans quand même en Chine. Hein, ils sont partis de 36 ans en 1949. Mao Zedong leur a laissé 64 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, c'est 78. Il y a un autre problème aussi, bien sûr, alors ça c'est plutôt sur les paramètres de la croissance, mais je pense que c'est plus conjoncturel que structurel, alors que la question démographique est structurelle, c'est la question de l'immobilier. Effectivement, les Chinois investissaient dans l'immobilier. Ils investissent assez peu dans les places boursières, c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les capitalisations boursières en Chine sont relativement faibles par rapport à la puissance économique. Ils investissaient dans l'immobilier, oui, mais comme les prix stagnent, c'est pas forcément un bon investissement. Alors, Xi Jinping a dit oui, mais les logements, c'est fait pour habiter, pas pour spéculer. Mais bon, il y a toute une bourgeoisie chinoise quand même qui l'a un peu mauvaise. Bon, ils vont se débrouiller, ça va pas les appauvrir pour autant, mais c'est vrai que peut-être que pour la tranche supérieure des classes moyennes, il y aura un manque à gagner. Enfin, ce qui intéresse Xi Jinping quand même, c'est c'est de tirer vers le haut les 15 à 20% de Chinois qui sont encore un peu quand même dans la difficulté, même s'ils sont plus dans la misère. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Moi, je pense que, et le cas d'Evergrande le montre, ils vont démanteler les groupes privés qui ont fauté. Ils vont vendre par appartement, c'est le cas de le dire, leur patrimoine. Et puis, les autorités locales vont gérer ça de manière à recréer les conditions d'un marché immobilier qui fonctionne à peu près normalement, c'est-à-dire avec une croissance lente de la valeur des biens, mais pas effectivement la reconstitution de bulles spéculatives qui n'ont fait que nuire en fait à la société chinoise. Qu'est-ce qu'ils ont comme autre problème? Sur le plan écologique, ils ont fait quand même des progrès considérables. Moi, je ne sais pas, à chaque fois que je vais en Chine, je vois un magnifique ciel bleu. Et les gens, quand je rentre, me disent, mais c'était pollué, non? Je dis, ben non, c'est marrant, mais chaque fois que j'y vais, j'ai passé 15 jours à Pékin, ciel bleu absolu. Mais vraiment, aucune impression de pollution. Ben, là, beaucoup de véhicules sont électriques. Il y a eu, depuis l'institution d'une inspection, alors, Xi Jinping a créé une inspection centrale des industries qui déboulent la nuit dans les boîtes sans prévenir pour vérifier si tout fonctionne conformément aux normes. Tout autour de Pékin, des grandes villes, ils ont fait d'énormes efforts pour dépolluer, c'est clair, sinon on n'en serait pas là. Je suis allé récemment dans le Shanxi, qui est une région où il y a beaucoup de centrales à charbon et beaucoup de centrales nucléaires. On allait de temple en temple, parce que c'est surtout ça qui m'intéressait, les joyaux du patrimoine. Puis je voyais, je disais aux gars, ça, ouais, c'est une centrale nucléaire, ça, c'est une centrale à charbon. Bon, l'air était à peu près respirable. Les centrales nucléaires ne polluant pas. Et les Chinois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer les centrales à charbon par les centrales nucléaires. Voilà, c'est Ils n'ont pas eu la même valse hésitation complètement absurde et contre-productive des Européens à l'égard du nucléaire. Le choix du nucléaire, c'était un bon choix. Les Chinois, ils l'ont compris tout de suite. Nous, je ne sais pas si on l'a encore compris. Si on l'a toujours compris parce qu'on change d'avis constamment. C'est évident. Enfin, de toute façon, sans le nucléaire, la Chine ne réalisera pas son objectif de la décarbonation en 2060. Voilà Donc, quelques chantiers. donc, mon cher Bruno, le socialisme, ça marche. Alors, le socialisme, ça marche. Pourquoi? Quels sont les critères d'un Ça y socialisme est, moderne, à mes yeux? j'arrive à une forme de conclusion qui me fait plaisir, et hop, immédiatement, il a des réserves. Bon, vas-y. Non, au contraire. Le socialisme, c'est un certain degré de planification. C'est le cas. Le plan quinquennal en Chine fixe les objectifs et il permet par exemple de planifier le développement des énergies renouvelables ou de la high-tech dans DeepSeek et des choses comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le socialisme comme mode de gestion d'une économie mixte et complexe et moderne, axée sur une stratégie fixée par un État stratège, un État planificateur, les Chinois, ils savent faire, c'est du socialisme. Deuxièmement, le socialisme, c'est la prépondérance du secteur public pour éviter que les joyaux de l'industrie nationale ne soient accaparés par des spéculateurs ou par des puissances étrangères. Ça fonctionne.
L'essentiel de l'industrie lourde et de tout ce qui compte dans l'économie chinoise est sous le contrôle de l'État et non pas des marchés financiers internationaux. C'est du socialisme. Est-ce qu'il y a une amélioration des conditions de vie de la population et de des salaires? Oui, c'est bien le cas. Aujourd'hui, les inégalités se réduisent, elles sont importantes, c'est vrai, et de ce côté-là, on peut émettre une réserve quant au passé et une interrogation quant à l'avenir. Mais si les inégalités continuent à se réduire progressivement et qu'on a une société chinoise en forme de ballon de rugby, c'est-à-dire où la grande majorité des gens, en fait, appartiennent aux classes moyennes, on peut dire qu'ils auront atteint ce que Marx appelait la première phase du communisme, dans la critique du programme de quotas, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent, eux, un socialisme développé. Quatrièmement, est-ce qu'il y a des services publics qui fonctionnent? Ben oui, ils ont des services publics en matière de santé, d'éducation, de transport, qui ont encore des progrès à faire, mais enfin qui fonctionnent bien et qui sont à un prix tel qu'on peut dire qu'ils échappent quand même, je dirais, à l'exigence de rentabilité financière. Enfin, quand vous prenez le TGV en Chine, vous voyez bien qu'on met à votre service un, un moyen de transport qui est ultra moderne et qui est relativement peu coûteux. Est-ce qu'ils ont une politique qui va dans le sens de la transition écologique bien comprise? Manifestement, oui. La Chine, en 2023, a réalisé les 2 tiers des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, les écolos, en général, n'aiment pas la Chine. Mais ils devraient l'aimer, en fait. Il faut voir les efforts qu'elle fait pour aller dans le sens, ce qu'on appelle la décarbonation. Bon, c'est un vaste sujet. Sur le plan de la politique internationale, le socialisme, c'est la paix. Mais quel pays est plus pacifique que la Chine? Zéro conflit depuis 45 ans. Bon, il y a eu une guerre avec le Vietnam, c'était une erreur d'ailleurs. Il a une base militaire à l'étranger, à Djibouti, qui ne sert pas à envahir les pays, mais plutôt à servir de base de repli pour des ressortissants chinois s'ils ont des problèmes. Il faut savoir qu'au Pakistan, par exemple, les djihadistes, sans doute manipulés par la CIA ou d'autres, attaquent régulièrement des Chinois. Il n'est pas exclu qu'en Afrique, les Chinois ont aussi des problèmes. Donc, ils ont prévu ce qu'il faut. Ils pratiquent le multilatéralisme, ils sont ouverts à la négociation sur la plupart des sujets mondiaux, ils n'interviennent pas dans les affaires étrangères, dans les affaires intérieures des autres pays, alors que les autres pays interviennent dans les leurs. Ils pourraient considérer Taïwan comme un casus belli et l'envahir, ils auraient de bonnes raisons de le faire. C'est une province sécessionniste, armée jusqu'aux dents par une puissance étrangère qui est à 10 000 kilomètres. C'est comme si la Corse était une espèce d'entité sécessionniste, armée jusqu'aux dents par un adversaire de la France. Les Chinois ne font pas la guerre. Ils ont clairement dit, on n'exclut pas le recours à la force, parce qu'il faut quand même le rappeler au cas où, mais on est pour une réunification pacifique. Moi, je trouve que la Chine réunie, je viens de les décrire très rapidement, mais je le fais plus en détail dans mon livre, bien sûr, les caractéristiques de ce que j'appelle un socialisme en construction, une transition socialiste de longue durée, qui fait, oui, clairement de la Chine, comme le proclame sa constitution, un État socialiste. Voilà. Mais c'est un socialisme qui en est encore au stade primaire, c'est la doctrine officielle, qui est en construction. C'est un socialisme à la chinoise, et ma foi, franchement, ça marche. Il n'y a qu'à comparer les résultats de l'Inde capitaliste, malgré quelques velléités socialisantes dans les années 50-60, c'est quand même essentiellement un État capitaliste, sauf le Kerala, et la Chine socialiste. Il n'y a pas photo. Le PIB de la Chine, c'est 4 fois et demi celui de l'Inde. L'espérance de vie, les Chinois en ont 10 ans de plus. Et je ne m'étends pas sur la misère qui règne probablement auprès de 30 à 40% de la population en Inde. Alors qu'en Chine, la misère est éradiquée. Il y a de la pauvreté relative, oui. Il y a des gens qui ont beaucoup moins d'argent que d'autres. Il y a des gens qui vivent, qui travaillent dur pour gagner un salaire modeste. Mais le nécessaire est quand même à la disposition de tous. C'est un pays où la misère crasse a été éradiquée. Et ça, c'est quand même une réussite du socialisme à la chinoise. Voilà. Eh bien, sur ces mots, on va terminer cet entretien absolument passionnant. Alors, j'espère que ça vous a motivé, là je parle aux spectateurs, pour faire l'acquisition de ce bouquin, que je considère, en pesant mes mots d'ailleurs, comme indispensable pour la phase qui s'ouvre. En France, malheureusement, ceux qui ont pignon sur rue pour parler de la Chine, ce sont les Glucksmann et autres BHL qui sont des propagandistes au service de l'Empire américain. Il n'y a pas de communication, d'information qui soit intéressante. On les a de façon indirecte
grâce à l'infosphère, parce Ouais. on peut y aller et on peut chercher les informations. J'invite aussi, tous les matins, je vais sur le site du Global Times, qui est Ouais. en français. Alors bon, c'est c'est particulier, quoi. Faut lire Ouais, un peu ouais. entre les lignes. C'est l'expression, on va le dire, du gouvernement chinois, d'une certaine Ouais, ouais. façon. Hein. Dès ils émettent un avis, dans le titre, il y a d'après les experts. On ne sait pas qui sont les experts, mais ils vous donnent la ligne qui est Mm. celle-là. Et c'est très, très intéressant, y compris quand on voit les sujets qui sont abordés et ceux sur lesquels on insiste. Voilà. Bon, merci infiniment, Bruno, Merci Régis. de cette démonstration. Euh, je vais vous dire à tous à très très bientôt et ben, on va continuer ce travail de réinformation.